Oui? Ah, trop bien. Oui, bonjour. Bon, c'est pas tous les jours qu'on parle en keynote d'ouverture de la culture, donc je me suis fait un petit kiff sur l'entrée. Merci. Alors, il fallait trouver un titre. J'étais pas vraiment très inspirée. Au début, j'ai failli proposer ça. Puis je me suis dit, bon, ça ne fait peut-être pas quand même pour une keynote. Du coup, je suis partie sur celui-là. Voilà, vous voyez, je suis dans le thème. Ça me ressemble un peu plus. Et puis vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais t'inviter à regarder 3 secondes cette image, cette flamme, et de fermer les yeux. Donc je t'invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et je vais te poser une question, toujours en gardant les yeux fermés. Et si la réponse est oui, tu lèves juste la main sans ouvrir les yeux. Tout plaquer et réinventer ta vie. Est-ce que tu y as déjà un jour pensé, rêvé? Lève les mains si c'est oui. Ah, intéressant. On peut baisser les mains et ouvrir les yeux. Il y a quand même un bon pourcentage. Alors très sincèrement, moi, jamais. J'avais une vie sur des rails. Un diplôme d'ingé, à Polytech d'ailleurs, ici, en biologie. Un appart, je me suis paxée, j'avais un CDI. Tout droit. Et puis, quand même, cette magnifique région où on peut faire du sport outdoor tous les week-ends, entre mer, montagne, le soleil, les apéros. Bref, j'aimais bien ma vie. Et niveau pro, pendant 10 ans, je travaillais dans la recherche clinique. Rien à voir avec l'informatique. Et la recherche clinique, c'est pas vraiment un labo, ça ressemble plus à ça. Je coordonnais des tests de médicaments sur des patients dans toute l'Europe. Et à cette époque, l'agilité, c'était pour moi assez lointain, à Sophia Antipolis, ou un truc qui se passait là-bas. Je m'entendais parler, mais de très très loin. Et la recherche clinique, il faut dire que c'est un peu aux antipodes de l'agilité. Déjà, tu as des tonnes de documents, des brochures investigateurs, des projets plans, des monitoring plans qui font des centaines et des centaines de pages. Documentation exhaustive. Ensuite, il faut respecter le protocole à la lettre. Et si des choses ne vont pas par rapport au terrain, qu'il faut les améliorer, tu dois faire un amendement qu'il faut soumettre dans tous les pays, informer tout le monde, et ça prend des mois et des mois. Et tout doit être écrit, contractualisé. Et quand les équipes ne respectent pas le protocole et les project monitoring plans, il faut documenter des déviations dans un système qualité énorme qui donne un peu le vertige. Alors, il y a des trucs qui justifient, c'est des médicaments, c'est des patients. C'est normal que ça soit un peu réglementé. Mais moi, je m'y retrouvais pas vraiment. Et au bout de 10 ans, en 2020, je perds progressivement le sens de ce que je faisais. Trop de paperasse, trop de réglementaire. Et 2020, ça parle aussi à tout le monde. Le Covid débarque. En parallèle, je change de métier. Je bascule dans le côté obscur, dans la e-santé. Je touche un peu à des projets informatiques de loin. Je déménage dans une colonne de 10. Je me sépare de mon compagnon de 12 ans. Grosse structure. Je fais du sport intensif et la nuit, je lance un projet de start-up jusqu'à 2h du mat tous les soirs. Donc tout en même temps. Évidemment, au bout de 5 mois, tout lâche. Crash down, je me fais happer dans une eau spirale infernale, voire peut-être certains ont déjà connu certaines. Une grosse dépression, d'un coup. Et là, mon train déraille. Au bout de 5 mois, dans ce trou noir, je me dis qu'il faut que je m'en sorte. Donc pour m'en sortir, je décide de tout plaquer. La vie était partie en cacahuète, autant y aller bien franco. Le boulot, la coloc, les amis,
cette région magnifique. Je mets toutes mes affaires dans ma cave. Oui, c'est ma cave. Je loue mon appart, ma Cagnes-sur-Mer, et je pars, un sac sur le dos, sans savoir où ni combien de temps. Et sans l'avoir vraiment rêvé ni imaginé, je deviens nomade. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et 1 mois, tout pile, que j'explore le monde avec mon sac à dos, pas de femme, en inventant une nouvelle façon de vivre hors des sentiers tracés et des rails, mais beaucoup plus alignée avec mes valeurs de liberté, d'intensité et de sens. Et niveau pro, j'ai lancé Acovao avec mon petit flamant rose, une activité freelance dans la facilitation d'ateliers collaboratifs en santé et autour du rapport au corps et de la sensualité. Mais c'est pas le sujet. Alors, en 3 ans, ce petit flamand, il en a vu du pays. Mais d'ailleurs, est-ce qu'en changeant de perspective, on dirait pas... Alors, peut-être que quand tu penses vie nomade, t'imagines ça. Travailler les pieds dans l'eau ou dans le sable, en sirotant une noix de coco, au milieu d'une forêt, ou dans des endroits parfois bruyants, humides, parfois agités, parfois sous terre, ou parfois, au contraire, très très haut. Ça, c'était un atelier avec des patients que j'ai animé à 3640 mètres sur un rooftop d'une auberge de jeunesse à La Paz, en Bolivie. Alors oui, tout ça, ça fait partie de la vie nomade, et ça peut envoyer du reste. Mais à côté de ça, vous doutez bien qu'il y a quand même des choses un petit peu plus compliquées. Car être nomade, ça demande une ultra adaptabilité de tous les jours, parce qu'il faut faire face à l'inconnu et à l'imprévu chaque jour. Gérer les décalages horaires, évidemment, selon les endroits. Ou comment commencer son meeting alors que tu as à peine fini ton cours de finesse. Ou alors te retrouver à faciliter un atelier en ligne à 3h du mat, depuis la salle de bain d'un gratte-ciel mexicain, ou d'une cahute dans la jungle. Alors oui, la nuit, parfois, des petits invités surprises qui peuvent passer. Mais peut-être tu te demandes, ok, c'est quoi le rapport avec l'agilité? Il est choupi, mon petit, t'auras autant de son écran. Alors, ça fait 5 ans que je viens à l'Agitour chaque année. Au début, c'était plus pour retrouver les copains, les copines de Sophia, faire un petit coucou. Il y en a plein comme ça, c'est cool. Et puis en fait, à chaque fois, en faisant les ateliers, les marshmallow challenge, en faisant des montgolfières, en jouant au Lego, et bien finalement, j'ai réalisé que l'agilité, c'était quelque chose vraiment de très très chouette. Et il y avait quelque chose qui vibrait et qui résonnait en moi à chaque fois. Et quand on m'a demandé, mais tu veux pas faire la keynote d'ouverture de l'Agitour? J'ai dit, bah tu rigoles. Moi, de ma vie, je n'ai jamais travaillé dans les équipes agiles sur des projets informatiques comme la plupart d'entre vous. Et on m'a répondu, en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais il y a sûrement plein de liens entre l'agilité et ton mode de vie. Alors, je suis là. L'intro est un petit peu longue, mais je vais vous raconter. Je ne vais rien vous apprendre sur l'agilité, mais je vais vous partager un petit peu des histoires de ma vie. Alors voilà. Ça ressemble un petit peu à ça, pour moi. Chaque nouveau départ, c'est le début d'un nouveau cycle. Tout va être nouveau et différent du cycle d'avant, sauf des étapes qui vont être identiques. Choisir le pays et la ville. Choisir le type de nomadisme. Est-ce que c'est un nomadisme sédentaire, où je reste 1 mois ou plus au même endroit? Ou
backpacker, en mode je bouge d'endroit tous les 2 jours. Trouver un logement, comprendre la culture et apprendre les bases de la langue, trouver des endroits où travailler, créer du lien avec les locaux et les voyageurs et faire des activités sympas. Alors au tout début, j'avoue, je faisais tout à l'arrache. Je testais à chaque fois des choses complètement nouvelles. Et puis je me suis dit, mais est-ce que je ne pourrais pas optimiser certaines de ces étapes qui reviennent en étant un petit peu plus agile? Alors, j'ai commencé à la fin de chaque cycle par faire une petite rétro pour voir, donc en utilisant un de mes outils que j'aime bien utiliser en atelier, que j'appelle Random ton feedback, mais là on peut l'appeler rétro-nomade. Donc je me suis dit, voilà, quelles sont les petites pépites, qu'est-ce que je garde dans mon sac la fois d'après? Donc par exemple, passer par des groupes Facebook pour trouver des colocs. Et puis ensuite, quels ont été mes cailloux dans la chaussure, à ce qu'imaginer, ce que je jette. Typiquement, avant un meeting en ligne très important, ne pas avoir de plan B en cas de panne d'électricité et de wifi, ça je jette. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de tester la prochaine fois? Mon premier petit pas, qu'est-ce que je tente? Comme apprendre peut-être les 10 mots de la langue avant d'arriver dans l'avion. Comme ça, je peux m'intégrer très rapidement avec les locaux au début, sans perdre de temps. Alors, j'aurais pu aussi te raconter comment, au fil des cycles, des itérations, j'ai optimisé le contenu de mon sac à dos, donc pour partir sans la Sarah, et la stratégie Mérinos, ou alors l'évolution de la stratégie pour trouver des logements pas chers. Mais bon, comme on est dans le thème flamme, qu'on a eu un été olympique, et que le sport c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je vais plutôt te raconter comment, avec une vie complètement irrégulière, j'optimise la stratégie pour continuer à faire du sport plaisir de façon régulière. Alors voilà, moi j'aime pas le sport solo et j'aime que le sport outdoor. La via ferrata, le VTT, le roller et le snorkeling. Est-ce que tu vois le point commun de ces sports? Ouais. Alors, le premier voyage, je suis quand même partie avec mon kit de via ferrata et mes palmes. Alors je m'en suis servi, je m'en suis beaucoup servi. Et même si les palmes, ça peut être utile comme oreiller, bon, c'est pas ultra confort, mais... et que le casque de via, ça peut t'aider à passer une frontière en autostop, je me suis quand même rendu compte que c'était un peu encombrant et lourd à porter sur du long terme. Donc le deuxième voyage, je décide de prendre qu'une paire de baskets et des tongs. Et si je veux faire du VTT ponctuellement ou de la via, je loue le matériel. Mais ça revient un peu cher. Alors je fais beaucoup de randonnées, mais j'aime pas trop solo, donc j'essaye de trouver des groupes. Et je tombe sur des groupes Facebook qui font du sport, qui te renvoient sur des groupes WhatsApp pour avoir les détails logistiques de la rando du week-end. Troisième itération. Je repars juste avec mes baskets, et là, j'ose demander à des gens qui m'hébergent, et ils sont super contents de me prêter leur matériel. Donc je me retrouve avec de super VTT à Singapour, à Stockholm, pour visiter la ville. Et pour les masques tuba, je me rends compte qu'à côté des plages, dans toutes les auberges de jeunesse, tu peux trouver gratuitement du matériel à emprunter que les gens laissent à la fin pour ne pas rentrer avec dans l'avion. Pratique, gratuit, et tu les reposes une fois que tu les as utilisés. Et puis au passage, j'ouvre un peu, je découvre de nouveaux sports outdoor, comme de l'acro-yoga, qui faire partout, du hula hoop. Et quand il n'y a rien qui me plaît, je me mets à créer des propres cours de sport. Je crée des cours de fitness. Et pareil, en itération, au début c'était du bouche à oreille, après je crée un petit flyer, et ensuite je communique le flyer avant d'arriver
Bon, il n'y a juste que pour le roller que j'ai pas trouvé de solution, à part laisser une paire à Paris et les retrouver tous les 2-3 fois par an quand je passe à Paris. Voilà ma stratégie pour continuer à faire du sport qui me plaît en étant nomade. Mais au-delà des itérations, des rétrospectives, j'ai aussi réalisé que finalement, dans l'agilité, les valeurs de votre manifeste agile résonnent quand même énormément avec mon mode de vie nomade. Je vais te raconter. Alors, bon, celui-là, je l'ai un tout petit peu adapté. Voilà. Produit opérationnel, voyage mémorable, plus qu'une documentation exhaustive, plus qu'un itinéraire minutieusement préparé. Alors, en Bolivie, j'ai croisé pas mal de lamas, mais pas que, mais aussi pas mal de couples qui voyageaient en ayant tout planifié leur voyage. Les hébergements, les trains, les bus, les excursions, toutes les activités. Ils suivaient, voilà, comme ce petit lama, minutieusement tous leurs plans ou les guides. Tout était écrit. Et ils disaient à chaque fois, c'est pour être relax, pour profiter sereinement de mon voyage. Alors qu'en fait, la plupart du temps, c'était tout l'inverse. Ils étaient stressés, parce que la rando, à 5000 mètres, tu respires un peu moins bien, donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Et donc, ils loupaient le bus, et donc, ils étaient en retard à leur hôtel, et ils loupaient l'excursion qu'ils avaient calée le lendemain dans le désert de Sahel. Parce qu'en voyage, rien ne se passe vraiment comme prévu. Bon, comme dans tout projet informatique, non ? Pas qu'informatique d'ailleurs, tout projet tout court. Alors moi, j'avais juste listé quelques endroits, voilà, je voulais voir, et la descente de la mort en VTT, sans rien réserver, ni hôtel, ni trajet. Et finalement, ça m'a permis d'accepter des opportunités en chemin de voyageurs ou de locaux et de dormir chez l'habitant au fin fond d'une vallée très très peu connue, ou me retrouver au milieu d'une fête bolivienne traditionnelle sur une plage enneigée, ou encore faire exploser de la dynamite dans une mine de sel, et même, ça je l'aurais jamais anticipé, gravir le Huayna Potosí, qui a un sommet à 6088 mètres. Ouais, j'ai failli mourir, j'ai failli laisser ma vie, mais je suis allée au sommet. Et si j'avais tout planifié, jamais j'aurais mis ça dans mon itinéraire. Donc mon expérience aurait été complètement différente si tout avait été écrit en avance. Alors ça peut résonner aussi, cet exemple, avec une deuxième valeur, l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Alors ça se passe au Pérou, à Arequipa, très jolie ville. J'ai plus de sous, donc je fais un distributeur et j'utilise ma carte. Sauf que là, carte bloquée, retrait impossible. Bon, pour manger, pour dormir, pour avancer, il faut quand même un peu de sous. J'étais au début de mon voyage. Maintenant, j'aurais fait du stop et dormi chez l'habitant en mode Pékin Express. Mais là, c'était le tout début. Du coup, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, je vais te faire voter. Voilà, t'as plus de sous. Qu'est-ce que tu fais? Je panique et je me mets à pleurer. Solution A. Je vais braquer une banque. Je ne raconterai pas l'histoire de cette photo. Je trouve un autre moyen de gagner de l'argent. Ou D, j'organise un brainstorming. Alors pour vous réveiller un peu, je vais vous faire voter de façon dynamique. Donc si vous auriez choisi la solution A, vous mettez debout et la solution. Attention au voisin, on a 5 personnes. On se met debout, les mains en bas, et D, on reste assis. Allez, votez. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Alors, comment un peu? On a du A, on a du C. Ouais. Alors, on a quoi? On a une majorité de
Ah, il y a du braquage de banque. Ok. Ok, merci. Très bien. Intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, garde son calme, parce que pleurer, paniquer, enfin, en vrai, bon, ça peut faire du bien sur le coup, mais ça sert absolument à rien. Donc première chose, enfin deuxième chose, après respirer un coup, garder son calme, chercher la source du problème. Pourquoi? Est-ce que le solde est insuffisant? Non. Est-ce qu'il y a eu trop de retraits? Non. Ah, mais il y a peut-être des destinations bloquées par les banques. Évidemment, je n'avais pas anticipé de les prévenir. Effectivement, c'était ça. Donc ensuite, je trouve un moyen pour contacter la banque. Je vous passe les détails, mais sans carte SIM, c'était très compliqué. Et finalement, ils me disent « Oui, on va vous débloquer la carte. » Ouais, trop bien. Bon, sauf que c'était la veille du week-end de Pâques, et que sans vous spoiler, ça mettra 10 jours, facilement. Donc comment faire en 10 jours? Alors, passer à l'action. Donc première action, essayer de chercher s'il n'y a pas des pesos mexicains ou des restes d'euros à convertir. Mais c'est suffisant pour une demi-nuit. Pas suffisant. Et puis ensuite, je me pose la question, mais comment je pourrais gagner de l'argent? Qu'est-ce que je sais faire qui pourrait apporter suffisamment de valeur à des gens qui me donnent un peu de sous en échange? Alors, bon, c'est pas mes ateliers, là, au bureau, je sais pas trop. Et finalement, je décide d'aller dans une auberge de jeunesse et de proposer un cours de sport en disant, voilà, j'ai plus de sous, et si les gens veulent me laisser un petit pourboire, c'est chouette. Première soirée, on est 5, j'arrive, je motive tous les gens, j'essaie de les motiver, on est 5, et ils m'invitent au resto, et j'ai un peu de sous pour payer une nuit. Je refais ça le deuxième jour, bon là vous voyez, ils étaient plus que 2. C'est pareil, j'ai un petit peu de sous pour manger, mais je me dis, bon, c'est pas durable de faire ça tous les jours. Surtout quand même qu'avec l'altitude, c'est pas si facile le sport à l'équipe. Et ensuite, je me dis, mais oui, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une vraie problématique? On mise sur l'intelligence collective. Eh oui, on fait un brainstorming. Donc je réunis un petit groupe de l'auberge de jeunesse et je leur demande s'ils ont déjà eu ce problème, s'ils ont déjà trouvé des solutions. On parle de Western Union, d'autres solutions. Et puis un Belge sort un billet de 100 € et me le donne comme ça. Waouh! Donc je le remercie, je lui fais un virement en ligne et j'arrive à échanger l'argent et je peux continuer mon chemin. Voilà, donc c'était juste pour dire que si j'avais tout planifié en avance, finalement, je me serais retrouvée bien coincée, je n'aurais pas pu avancer. Donc sur la route, il y a toujours des changements et être adaptable à ces changements, c'est très important. Alors, une troisième valeur. Qu'est-ce qu'elle peut bien raconter avec celle-là? La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. Alors ça se passe à Sepang, en Malaisie, au sud de Kuala Lumpur, début d'année. Je teste pour la première fois un workaway. Je ne sais pas si ça vous parle, un workaway. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'un workaway? Ah, une personne. 2 personnes, 3, ok. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé un workaway? Alors, le workaway, le principe, c'était héberger et loger chez des gens qui habitent un endroit en échange de ton temps pour les aider. Alors là, c'était une maison flottante au milieu de la mangrove. Et leur besoin initial, c'était de l'aide pour faire de la peinture décorative, murale, des photos pour leur sortie kayak et éventuellement refaire leur site web. Bon, j'avais pas forcément toutes les compétences pour ça, mais comme j'adore le kayak, j'y suis allée.
Il n'y a pas de contrat précis, il n'y a pas de mission très détaillée dans les workaway. Alors le premier soir, en arrivant et en regardant ce magnifique coucher de soleil, il y avait toute l'équipe des guides qui étaient réunis, parce qu'il y avait un grand groupe de kayak à encadrer. Et là, je me suis demandé, à toute l'équipe qui est là, qu'est-ce que moi je sais faire et qu'est-ce que j'aime faire et qui pourrait les aider? Et là, je me dis, moi, ce que j'aime faire, c'est créer et animer des ateliers collaboratifs. Donc, je leur propose et je leur dis, voilà, j'aimerais bien vous proposer un atelier avec comme défi comment pourrait-on améliorer l'expérience des clients du kayak dans la mangrove. Vous n'avez jamais fait, ils me disent oui. Alors, je commence à sortir mon jeu de cartes Dixit, petit photolangage, qu'est-ce que représente pour toi l'expérience? Bon, sur cette photo, ils n'ont pas l'air très fun, mais vraiment, il y a des réponses très rigolotes qui sont sorties. Là, ils étaient juste très focus et très concentrés pour choisir les cartes. Bon, c'est bien marré. Alors ensuite, donc on définit les étapes du parcours actuel, les points de douleur, on fait une session d'idéation individuelle, il colle les idées sur le tableau, si besoin, il les dessine. Voilà, il y avait une idée un peu compliquée que la bosse a dessinée. On fait un voting, et ensuite on priorise les idées les plus votées, vous connaissez tous, sur une matrice effort-impact. On sélectionne les idées qui vont avoir le plus fort impact avec le plus faible effort. Et ils ont même réussi à prototyper immédiatement une des idées, la boîte à tips, avec ce qu'ils avaient sous la main, une boîte vide de beurre de cacahuètes et un post-it. Innovation frugale, à tester dès le lendemain. On a même fini par un petit plan d'action, qui, quand, quoi, que je leur ai synthétisé après en format Google Sheet pour qu'ils puissent suivre ça dans le temps. Et évidemment, en fin d'atelier, qu'est-ce qu'on fait? Célébration. Bon, il était minuit et demi, un samedi soir. Et ce qui était rigolo, c'est que la chef de l'équipe, elle était née le 7 décembre, comme moi. Du coup, on a fêté notre double anniversaire en même temps que la fin de cet atelier. Voilà. Alors, cette petite histoire, en fait, si j'avais eu un contrat avec toutes mes tâches listées, je ne sais pas si j'aurais pris la liberté et eu le temps et l'idée de proposer quelque chose de différent qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'attendaient pas. Et puis, cet exemple, ça illustre aussi pour moi que la facilitation et le design thinking, ça peut se pratiquer n'importe où, et même en plein milieu du mangrove. Et aussi, à chaque fois, moi, je suis vraiment toujours émerveillée et surprise par le pouvoir de cette intelligence de groupe, intelligence collective, pour trouver des solutions. Et je suis sûre qu'à Sumatra, c'est aussi lors d'un atelier de brainstorming de village qu'ils ont trouvé au défi comment pourrait-on rendre moins pénible et plus fun le labourage de rizières qu'ils ont prototypé et testé ça. Le Basoujaoui. C'est une espèce de ski nautique entre deux taureaux avec un morceau un bâton pour labourer la terre. Je peux te montrer, j'ai une vidéo. Ça ressemble un peu à ça. Alors il mord la queue du taureau pour aller plus vite, et le but c'est de rester le plus longtemps possible avant de s'écraser dans la boue. Il n'y a pas de compétition, tout le monde peut participer, il n'y a pas d'enjeu, à part labourer le champ couvert de boue. Voilà, intelligence collective. Alors, la dernière valeur, les individus et leur interaction, plus que les processus et les outils. Alors, ça se passe en Thaïlande. En Thaïlande, 12 heures de train entre Bangkok et Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. En 3e classe, il n'y a que des Thaïlandais. Les touristes, ils prennent
options un petit peu plus chères, un peu plus confortables. Mais bon, moi j'aime bien voyager en mode confort minimal avec les locaux. Ma voisine est thaï et ne parle pas un mot d'anglais. Moi j'aimerais bien connecter avec elle. Mais quel icebreaker, quel brise-glace utiliser? Alors je vais faire voter aussi, parce que pas s'endormir. Alors, l'icebreaker, fatigué, je fais semblant de m'endormir et pose ma tête sur son épaule. Oups, en fait, moi c'est Marion. L'icebreaker artistique, je sors mes feutres acryliques et je dessine et je lui propose de peindre ensemble. L'icebreaker gourmand, je partage mon mango stickeris. Ou musical, je lui tends un de mes écouteurs et je lance ma playlist préférée. Allez-y, votez. Qu'est-ce que vous auriez fait pour connecter avec la voisine qui parle de votre langue? Alors, on a pas mal de gourmands. Oh, on a beaucoup, une majorité de gourmands, c'est intéressant. Un petit peu d'artistique, un peu d'artistique, un peu de gourmand, et des musicaux. Ah, il y a quand même pas mal de musicaux. Ok, intéressant. Très chouette. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. Tout aurait été possible. Bon, moi j'ai sorti mes feutres, alors elle savait carrément mieux dessiner que moi. Mais ça a vraiment permis de briser la glace et de partir avec des discussions passionnantes sur ses rêves, sur sa vie. Et cette approche, ça m'a aussi permis, dans un bus en Malaisie, de connecter avec une Indienne qui parlait vraiment pas anglais et qui m'a dessiné sa maison, qui m'a montré où elle habitait et qui m'a parlé de sa famille par dessin. Ça m'a aussi permis de connecter et de partager un moment de joie avec des enfants indonésiens sur l'île de Sibérut, en peignant sur ce qu'on avait sous la main, des écorces d'arbres. Et encore, d'avoir des discussions passionnantes autour du rapport au corps et de la religion, avec des Indonésiennes lors d'une session de body painting, de la peinture sur corps, où elles ont pu dévoiler leurs bras et leur créativité. Alors oui, ça me paraît bizarre, mais depuis un an, dans mon sac à dos, je transporte de la peinture de body painting professionnelle, sans parabènes, qui part à l'eau. Et j'organise des ateliers de boobs painting, de la peinture sur sein, entre femmes, pour parler du rapport au corps et pour faire au passage un petit peu de prévention autour du cancer du sein. Et pas plus tard qu'hier, j'en ai fait un avec une association de femmes touchées par le cancer du sein et leur chirurgienne. Et c'est des moments absolument incroyables d'échange et de libération de la parole. Alors évidemment, selon le public, j'adapte un petit peu l'atelier. Et là, sur cette île de Sibérut, avec ces chamans, c'était plus un atelier de tatouage éphémère, mais qui a vraiment permis de briser la glace et de communiquer sans parler la même langue. Et finalement, en utilisant ces feutres, ces peintures, j'ai eu l'impression à chaque fois d'avoir des interactions beaucoup plus intenses et beaucoup plus profondes qu'en utilisant un super outil, un écran, un Google Traduction. Génial, mais pas le même effet. Donc finalement, voilà, les interactions plus que les super outils. Et ça confirme aussi une deuxième chose, c'est que le visuel, c'est vraiment un langage universel. Et ça me fait une petite transition de conclusion sur le manifeste agile visuel de Viviane. Merci Viviane. Alors, j'aurais eu plein d'autres exemples d'anecdotes pour illustrer aussi certains principes de ce manifeste. Accueillir le changement d'état, quand la pluie tropicale chamboule ton trajet en scooter, mais te permet de partager un café avec des inconnus passionnants que tu n'aurais jamais rencontrés autrement.
les conversations face à face, ou alors les équipes auto-organisées, comme au Rainbow Gathering. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais cet été, je me suis retrouvée dans un rassemblement un peu de hippies du monde entier, où il n'y avait pas d'organisateur, pas de chef, 1000 personnes, et des gens qui veulent préparent à manger pour tout le monde, servent le repas autour du feu. Un chapeau, un magic hat passe, et les gens peuvent mettre des sous s'ils veulent. Et il faut prendre des décisions. Chacun a le droit de venir dans les circles pour donner son avis. Consensus, et la décision est prise. C'était incroyable, je n'avais jamais vu ça. Mais bon, on est presque à 40 minutes, donc je ne vais pas vous raconter toutes les anecdotes, mais par contre, j'accueillerai avec plaisir vos questions. Et pour conclure, je pense qu'en fait, s'il y a un seul truc à garder de tout ça, c'est bien que l'agilité, c'est vraiment pas une méthode que pour les projets informatiques, ni quelque chose pour tenir un équilibre sur une jambe, mais c'est avant tout un état d'esprit que tout le monde peut adopter et qui, au fond, peut être utile dans la vie de tous les jours, qu'elle soit nomade ou pas. Voilà. Et un spécial merci à Frédéric Et donc il y a un petit QR code ici ou là pour faire un petit rôti. Et puis comme on est parfaitement dans les temps, si vous voulez, c'est le moment des questions. N'hésitez pas. Voilà. Merci. Alors, des questions? On n'a pas de micro. Comment tu fais pour choisir tes destinations? C'est une bonne question. Alors au début, très sincèrement, quand je choisissais de partir d'Europe, donc d'aller loin, je prenais Skyscanner, le mois, et je choisissais la destination la moins chère, où je n'étais pas encore allée. Ensuite, c'est en fonction des fois des rencontres et des personnes qui me disent « Ah, je suis allée à tel endroit, c'était vraiment chouette, j'ai vécu ça », ou des signes. Je regarde dans la rue et je vois 974, et je vois plusieurs choses qui m'indiquent que la Réunion m'attire, et donc je vais choisir d'aller à la Réunion. Voilà. Et c'est pas, et à chaque fois, je travaille principalement en ligne avec des clients qui sont en France, mais des fois, et de plus en plus, j'essaye de créer des ateliers locaux quand j'arrive. Mais je ne choisis pas l'endroit pour le projet. Voilà. Ouais. À partir de quel moment tu as associé les valeurs et les principes d'agilité à ton expérience? Alors c'est rigolo, mais du coup, chaque année, je reviens vraiment à l'Agile Tour à chaque fois. Donc, je fais mes 4 mois en Asie, à Sumatra. Je reviens, et à chaque fois que je fais les ateliers d'agilité, etc., je me dis, mais en fait, je fais de l'agilité sans le savoir. Voilà, et là, effectivement, j'ai réfléchi un petit peu comment concevoir un peu de présentation pour parler agile avec ce mode de vie. Mais l'agilité, j'en fais tous les jours, en fait. Ouais. Ah, le QR code, oui, pardon. C'est l'autre slide. Ouais. Bon, c'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise des personnes que tu as rencontrées? Je pense que une des plus grandes leçons, c'est de se sentir bien avec très peu de choses. Et d'être heureux et de ne pas être tout le temps en train de se plaindre. Et vraiment, j'ai rencontré des gens dans des pays, ils n'ont rien, ces gens-là. Et ils sont heureux, ils sourient, ils rigolent, ils font du ski nautique entre des taureaux. Et vraiment, c'est le côté... je ne les ai jamais entendus se dire « Oh, la vie elle est dure, ah là là, c'est nul de râler ».
Et vraiment, ouais, je pense que je garde ce côté-là de on a tellement de chance d'être vivant, d'être en bonne santé pour voilà, marcher, manger, voir. C'est quand même une chance incroyable. Et voilà, du coup, de garder ça en tête et de prendre du recul sur ces petits soucis du quotidien qui finalement sont rien en fait. Voilà. Merci. Oui. Moi, je sais que quand j'avais des clients comme ça à distance, tu parlais de collectivité, de problèmes d'électricité, de réseau, quand tu as plus souvent des grosses conférences, Oui. des ateliers importants. Comment tu fais ça dans ton travail? Oui, alors effectivement, là pour le coup j'ai eu quelques petites galères, notamment en Turquie, un jour où je m'étais bien préparée pour la conférence avec des gros clients, l'ARS, 20 minutes en avance, et en fait à 5 minutes de l'atelier, grosse coupure d'électricité, donc pas de wifi, et j'avais pas de carte SIM du pays. Et donc, premier réflexe c'est demander de l'aide autour de soi, est-ce que quelqu'un a une carte SIM? Bon, évidemment, personne, donc c'était tous des touristes. Et donc, après, un passage à l'action, je prends mon ordi, je me mets à courir. Et dans les rues, je rentre dans un autre hôtel. Il n'y avait pas d'électricité non plus. Et donc, je me dis, je vais trouver une solution, je vais continuer à courir, je fais un sprint de 500 mètres à l'autre bout de la ville. Et là, j'arrive à trouver dans un hôtel qui a de l'électricité. 2 minutes avant le meeting, je demande si je peux m'installer. Ils m'installent dans le hall. Hop, ils me servent même du thé, c'était génial. J'avais un beau fond d'écran réel avec des pierres magnifiques. Jusqu'au moment où la femme de ménage arrive avec son aspirateur. Et là, tu te dis, tout va bien, tu m'écoutes. Et quand tu dois parler, j'allais aux toilettes en mettant un fond virtuel et je parlais. Et j'ai réussi quand même à faire des meetings, des fois dans des conditions un peu limites. Donc maintenant, j'essaye d'anticiper un petit peu. Donc quand j'ai des ateliers calés, j'essaye de me dire, je trouve un plan B. Voilà, ok, je suis là. Si jamais, est-ce que j'ai au moins un endroit safe pour me replier, ou une carte SIM, ou quelqu'un qui peut me dépanner? Voilà. C'est ce que, dans ma rétrospective, là, c'est ce que j'intègre dans les prochains pas, c'est trouver toujours un plan B, parce que ça m'a valu quand même des petits moments un peu de stress, même si à chaque fois il y a eu des solutions. C'est quoi ta prochaine destination? Eh bien, tu sais quoi? Je sais toujours pas. J'hésite beaucoup. Mon cerveau alterne. Je suis tentée soit par aller au Népal et faire un petit peu Inde Népal, soit aller en Afrique, où il y a des workaways aussi, où tu peux travailler sur des questions un peu de santé, de HIV, d'éducation sexuelle. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, et en même temps j'aimerais bien retourner en Thaïlande en février-mars. Et entre l'Afrique et la Thaïlande, c'est quand même assez cher. Donc je sais pas, je me laisse encore quelques jours pour réfléchir et choisir. Oui? Pourquoi les pays nordiques? Alors les pays nordiques, j'étais cet été en Suède. J'ai fait la Suède pour un festival, le Danemark, l'Allemagne. Mais alors moi, le pays nordique en hiver, c'est juste pas possible. Je me suis trop bien habituée à vivre 13 ans sur la côte. Et en fait, l'hiver, vraiment, je fuis. Donc je vais dans les pays chauds. Moi, j'ai besoin de chaleur, de soleil, pour avoir de l'énergie. Et en été, en printemps, je reviens en France en fin mars pour un événement, pour un hackathon, le Hacking Health Camp à Strasbourg, le plus grand hackathon en santé. Et après, je reste un peu en Europe au printemps. Et l'été, maintenant, j'ai aussi des points récurrents. Voilà, j'ai un client où en fait, on anime un stage ado pour des malades de Crohn, des adolescents chroniques, à Dinard fin juillet. J'ai un festival où j'anime des ateliers en Espagne début juillet. Donc je sais que là, je suis un petit peu en France. En août, je vais un petit peu dans les pays nordiques, Suède, Allemagne, il y a aussi des événements où j'anime des ateliers. Septembre, le rendez-vous annuel, là j'y tourne, donc souvent je suis dans la région et je reviens faire un petit coucou aux copains. Et en octobre, je fais un mois à Paris, souvent, j'ai aussi beaucoup de projets pro là, à ce moment-là. Et en novembre, je repars pour 4 mois, loin. Oui. Tu as vécu des expériences très minimalistes. Oui. Tu as des clients, tu as des contraintes. Oui. Tu as peur de te faire un peu rattraper par ces contraintes. Et comment tu te vois dans 10 ans? Oui.
Eh bien écoute, maintenant, en fait je suis ultra alignée, c'est-à-dire que les clients, je suis transparente avec eux, ils savent que je suis nomade, ils me demandent où je suis à chaque fois, au début ou en fin de réunion, je leur cache pas. J'ai la chance de choisir et des fois de dire non à certaines choses. Et ça, alors à côté, j'anime aussi beaucoup d'ateliers autour du consentement et j'ai vraiment intégré cette notion d'apprendre à dire non sur des choses qui ne sont pas alignées. Donc là, un client me demandait de faire de la coordination, de relancer les gens par mail. Physiquement, je sentais que c'était pas possible. Donc moi, j'ai donné mes conditions. J'ai dit, voilà, moi je veux bien te créer des ateliers, te les animer, former les gens, mais par contre, je ne coordonne pas. Est-ce que c'est OK pour toi? Et bien, ils ont dit oui. Ils ont dit, on délègue grâce à quelqu'un d'autre. Donc finalement, j'essaye vraiment de me dire, qu'est-ce que d'être aligné à mes besoins et à mes envies. Et me dire, tant pis, et si le client ça passe pas, et c'est pas grave, je ne travaille pas avec eux et je vais créer un autre projet ou je vais chercher d'autres clients. Et voilà. Oui. Tu as déjà perdu des clients par rapport à ton mode de vie nomade ou à cause des horaires trop décalés? Alors, perdre, non, mais oui, perdre des missions, oui. Typiquement, il faut animer en présentiel un atelier et là, je leur dis, j'aurais adoré, mais je serai à Sumatra, donc je ne peux pas. Donc j'ai dû dire non à des missions présentielles. En distanciel, je m'arrange toujours. J'anime des ateliers à 4h du matin de la jungle, ça n'a aucun problème. C'est un choix, donc j'accepte complètement. Donc c'est plus du refus de présentiel. Et du coup, maintenant, j'essaye de communiquer et de dire, si vous voulez faire du présentiel avec moi, c'est en septembre, octobre ou avril. Voilà, je donne les 3 mois où je suis en France, et là, je peux bouger un peu en France. Et le reste du temps, c'est sans moi ou c'est en ligne. Voilà. De la gestion du décalage horaire? Non, parce que en vrai, les clients, ils me laissent. J'ai la chance d'avoir certains clients qui me laissent une flexibilité énorme. Donc en fait, à part les meetings qu'on arrive à s'arranger, ils le font l'après-midi, comme moi c'est le matin, voilà. Globalement, je peux travailler n'importe quand. Et surtout, et ça aussi depuis 3 ans, c'est vraiment quand j'ai l'envie de travailler sur ce projet-là. Et en fait, le matin, il y a des matins où je me lève et j'ai juste envie d'aller randonner dans la nature. Et en randonnant, je vais avoir des idées, des trucs créatifs, ou je vais débloquer un problème d'un projet, donc vraiment en étant en mouvement. Et puis, en rentrant, je vais avoir vraiment envie de travailler sur ce projet-là, et je vais être beaucoup plus efficace que si je m'étais connectée le matin à 9h en mode des fois on n'a pas envie, quoi. Donc là vraiment moi j'essaie de plus en plus d'être à l'écoute de qu'est-ce que j'ai envie de faire et de déculpabiliser les jours où je travaille pas. Parce qu'en fait c'est pas parce que je n'ai pas de votre envie que déjà il n'y a pas des choses qui se passent. Et puis c'est aussi très important pour moi en tout cas d'avoir cette possibilité-là. Ouais. Ah bah c'est sûr que déjà au niveau habit, non, j'ai un très beau t-shirt, merci Angélica. Mais on ne peut pas avoir énormément d'habits, donc c'est des habits fonctionnels en mérinos, donc on oublie les jolies chaussures à talons, les habits pro, voilà, c'est 3 t-shirts, 2 shorts, une jupe et une paire de baskets et tongs. Sauf quand je repasse en France ou à la cave ou au placard, où là je me fais plaisir de mettre des collants ou des chaussures différentes. Donc ça, voilà, le côté un peu vestimentaire, c'est pas si grave en soi. Et donc apprendre à vivre avec un sac à dos de 50 litres, où dedans j'ai plein des peintures de body painting, un calibre pour de la musique, des feutres, des trucs pour dessiner. Donc ça prend quand même un petit peu de place finalement, tout ça cumulé. Et à part le matériel, pour moi, vraiment, c'est le confort. Mais c'est un choix personnel. Je connais plein de gens nomades qui louent des appartements et des choses vraiment confortables. Moi, je fais le choix d'économiser un peu et d'aller dormir dans des conditions, des fois, un peu extrêmes. Dans des auberges de jeunesse bruyants, chez l'habitant, à même le sol, des cabines dans les bateaux. J'ai dans les trampolines. Si y a un trampoline, ça c'est très agréable parce que ça rebondit un peu. C'est sympa un trampoline quand il pleut pas. Voilà, donc moi c'est ça, je dirais, le côté un petit peu, c'est
le matériel que tu trimbales et le confort dans là où tu habites. Voilà. D'autres questions? Après, je sais pas, niveau timing, en vrai, je reste là toute la journée, hein, je fais des ateliers et tout, mais si vous voulez, au pause, me poser d'autres questions, mais c'est avec grand plaisir. Voilà. Et vous pouvez me suivre sur LinkedIn aussi, je raconte un peu des fois mes galères nomades sur LinkedIn, avec mon petit flamant rose, mon petit acco. Voilà. Une petite dernière. Oui? La course en taureau, tu l'as faite? De quoi? La course en taureau, Eh ben, tu sais quoi, j'ai beaucoup hésité, on me l'a proposé, et en fait, à ce moment-là, j'étais là. J'ai toutes mes affaires sur moi, je sais pas quand on va dormir, si on doit prendre la voiture et qu'on est dégueulasse, personne va nous prendre en stop. Donc, logistiquement, c'est un petit peu compliqué, puis j'étais sûre de ne pas tenir plus de 3 secondes sur le taureau avant d'exploser dans la boue. Donc, je ne l'ai malheureusement pas faite. Mais on me l'a proposé et on va essayer de me pousser pour la faire. Une prochaine fois. Je sais dans quel village ça se passe à peu près à quelle période. Si je retourne à ce matin, je ferai la course de taureau. Mais c'est très drôle à voir. Bonjour, merci pour votre partage. Je voulais juste partager autre chose et dire, moi j'ai un ami qui est parti en Australie, qui a fait un peu la même chose que vous, entre l'Asie et l'Australie, et il s'est fait dégager Manitari comme ça en Australie parce qu'ils ont découvert qu'ils travaillaient à distance alors qu'il n'y avait pas le droit de le faire. Et je trouve ça assez dingue dans le monde d'aujourd'hui. Et je trouve que ce que vous présentez, c'est juste génial. Et je veux dire que malgré tout, il faut faire attention aussi. Alors, complètement. Alors, je dis pas, hein, moi je suis pas forcément dans la légalité totale, surtout qu'au début, j'ai un peu le chômage, donc on n'est pas censé voyager. Ça reste entre nous, hein, ce que je veux dire. Donc, j'ai quand même le chômage qui compense les mois où il n'est pas client. Mais en même temps, je ne culpabilise pas parce que je ne me tourne pas les pouces. Je fais énormément de projets bénévoles, beaucoup. Et en vrai, qu'est-ce que ça. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui m'embête ou qui me contacte ou qui me dit t'es pas en France, t'es censé être chez toi. Je veux dire, je fais la même chose que si j'étais ici en termes d'activité pro, voire plus, et voir ça accélère ma créativité. Et en fonction des rencontres aussi sur place, ça me permet de créer d'autres projets. Et de faire d'autres choses. Donc voilà, moi j'ai envoyé un peu tout péter, j'ai fait exploser le cadre de il faut faire ça dans la vie et voilà. Et pour l'instant j'ai pas eu de problème. J'espère ne pas en avoir. Ouais. Il y a déjà eu beaucoup de questions. Ouais. Bah, merci beaucoup pour vos questions et bonne agriculture.